Nous remercions pour leur soutien nos partenaires de Cheval et compagnie, grâce auxquels nous pouvons organiser le retour du Salon du Cheval au Québec et réaliser cette émission. Alors bonjour et bienvenue à la série Cheval et compagnie. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à un sujet fort intéressant pour les passionnés du monde du cheval, qui est le bien-être animal dans le sport équin. Sophie, je pense que c'est un sujet assez majeur. Oui, effectivement, parce qu'en arrière de nos athlètes, de nos chevaux de performance, leur bien-être devient essentiel. Alors on va tout de suite rejoindre nos invités dans l'écurie. Un sujet très important pour lequel nous avons deux invités. Marie-Josée Vignola, qui est la propriétaire de l'écurie, qui est également entraîneur certifié Cheval Québec. Chami Cadorette, qui est directrice de Galahad. Merci à vous deux d'être avec nous. Mais dans un premier temps, on aimerait savoir de la part de Chami, en fait, c'est quoi concrètement aujourd'hui le bien-être dans le monde du cheval? Maintenant, on a des nouvelles tendances. C'est pas juste de respecter leurs besoins de base, les nourrir puis les laisser au box, là. On n'est plus dans le Moyen Âge. Maintenant, c'est plus de comprendre leurs besoins, mais c'est de s'adapter pour y répondre, dans le fond. On appelle ça les 3 F. Fait que c'est de vivre en liberté, de vivre avec des congénères, puis avoir du foin à volonté. C'est les 3 bases pour qu'ils soient mieux, là. Toi, Marie-Josée, en tant que propriétaire ici, à chaque jour, c'est quoi les actions que tu poses justement pour le bien-être de ces animaux-là, des chevaux? Bien, en fait, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est ce que j'applique ici. Les chevaux sont en troupeau, donc ils vivent avec congénères. Ils ont du foin à volonté. Ils ont des grands espaces aussi. Souvent, on néglige les espaces. C'est pas juste d'être avec des congénères, c'est d'avoir de l'espace pour marcher, courir, se déplacer. Ce qui est vraiment, pour moi, une priorité, c'est de reproduire le plus possible qu'est-ce qu'il y aurait dans la nature, en fait. Bien sûr, dans des meilleures conditions, mais donc le foin est réparti à travers le parc pour que les chevaux puissent marcher à tous les jours. Donc, ils parcourent plusieurs kilomètres par jour ici, même si c'est sur un territoire qui est défini par des clôtures. Puis, évidemment, c'est tous chevaux confondus. Donc, autant les juments, les jeunes chevaux que les vieux chevaux sont ensemble parce que c'est ce qui fait, en fait, une vie de troupeau. C'est la nature. C'est la nature, puis une organisation entre eux autres aussi. Okay. Est-ce que dans vos métiers respectifs, entraîneur spécialisé et directrice de Galahad, donc du refuge, est-ce que vous avez vu une évolution au fil, mettons, de la dernière décennie dans justement le soin qu'on apporte aux chevaux? Bien, moi, ça fait 18 ans que je suis en bien-être animal, puis il y a une évolution, mais c'est très difficile de faire changer les mentalités. C'est vraiment difficile. Les gens comprennent, mais ont de la difficulté à s'adapter. On dirait la vie en boxe est encore très, très présente. Puis on le sait que laisser un cheval en boxe 24 sur 24, c'est une forme de négligence, de ne pas respecter ses impératifs biologiques. C'est vraiment encore ça, beaucoup au Québec. Même qu'il n'y a pas une semaine que je ne me fais pas appeler pour me faire demander, est-ce que vous connaissez une écurie de pension où il offre des paddocks paradise, des écuries actives, des stabulations libres, des chevaux qui vivent le plus possible dehors. Puis, il n'y en a pas, presque pas. En tout cas, tout proche des grands centres comme Montréal, proche de Québec. C'est des petits espaces, beaucoup de box, beaucoup de chevaux. C'est difficile. Fait qu'on souhaite que ça s'améliore, que les nouvelles écuries, il y a de plus en plus c'est ça, qu'on respecte de plus en plus leur impératif biologique parce qu'on se rend compte que c'est ça qui fait qu'ils sont en santé, qu'ils sont en forme, on dépense moins de vétérinaires, on respecte. Juste manger du foin à volonté, ça empêche peut-être justement des cas d'ulcères, des stéréotypies. Fait que c'est vraiment... il faut que ça change, là. Ça change, mais très, très lentement. Toi, Marie-Josée, ce que dit Chami, est-ce que dans ta clientèle, justement, qui met des chevaux en pension chez toi, est-ce que c'est quelque chose que tu entends ou c'est une demande des gens de dire moi, je veux que mon cheval ne soit pas toujours enfermé, je veux avoir un accès à l'extérieur ou je veux un entraîneur ou je veux... En fait, ça a évolué, mais surtout avec les nouveaux propriétaires des chevaux. Je vais nuancer ceux qui sont... Je suis quand même dans le domaine depuis une trentaine d'années, donc j'ai parcouru des écuries, différentes écuries avec différentes mentalités. Je pense que ceux qui sont ancrés dans les façons plus traditionnelles ont plus de difficultés dues aussi aux installations qui ne permettent pas nécessairement
d'avoir des plus grands paddocks ou avoir plus grande liberté. Puis il y a une question aussi lucrative là-dedans. Donc, plus qu'il y a de chevaux sur un petit territoire, plus que ça rapporte. Même si le cheval, on peut dire qu'il est nourri à volonté, même si on dit qu'il est sorti avec ses congénères. Donc, il y a comme une nuance. Dans les nouveaux propriétaires qui achètent des chevaux, étant donné que là, sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup plus de la psychologie du cheval, on parle beaucoup plus de la biomécanique du cheval aussi. Donc, les nouveaux propriétaires ont tendance à vouloir aller dans des écuries où que les besoins des chevaux sont mieux répondus. Donc, ici, effectivement, des Paddock Paradise, on est peut-être 2 entre Montréal et ici. Donc, moi, j'ai une écurie qui est ici, puis je ne m'affiche pas énormément non plus parce que je garde une place restreinte pour mes chevaux. Donc, j'ai un troupeau qui varie à peu près entre 16 et 17 chevaux, mais je ne vais pas au-delà de ça, même si je pourrais financièrement avoir un surplus. On profiter financièrement, mais perdre en qualité pour les chevaux. C'est ça, c'est en plein ça. Il faut dire aussi que c'est de l'implication des propriétaires aussi, d'avoir plus grande clôture, plus grande de superficie pour que les chevaux se promènent et aient accès au fourrage. Il faut que les propriétaires s'investissent aussi, là, parce que... En fait, c'était un 3 ans qu'il y avait déjà des installations initiales et qu'il y a eu des modifications. Donc, dans le Paddock Paradise, ici, j'ai 5 pâturages, que les chevaux sont en alternance pendant l'été. C'est excessivement rare dans la région des places qui ont des pâturages. Puis c'est pas juste des pâturages comme ça, c'est des pâturages qui ont été ensemencés avec de vraies semences en foin. Ça demande beaucoup de temps, effectivement, beaucoup plus de clôture parce qu'on a plus de sections fermées. Par contre, les chevaux, étant donné que ça répond à leurs besoins, j'aurais pas plus de bris de clôture parce que j'en ai plus. Les chevaux sont contents, ils peuvent courir, ils peuvent se déplacer. Fait que c'est arrivé que j'ai des clôtures qui sont tombées puis que les chevaux n'ont même pas sorti du parc là, parce qu'ils sont bien. Là. Quand ils sont bien chez eux, ils ne cherchent pas à s'enfuir non plus. En fait, moi, je voudrais savoir aussi, quand on vous a présenté tout à l'heure, Chami, en fait, on a dit que vous étiez, oui, directrice du refuge Galahad, mais que vous aviez aussi, dans le passé, été inspectrice. Et j'aimerais savoir, comprendre c'était quoi le rôle d'inspectrice, mais comme vous avez été inspectrice, vous avez aussi une bonne connaissance du code de pratique. Il faut expliquer aux gens que pour avoir un cheval, il faut respecter un certain code de pratique qui s'applique au Québec, en fait. Oui. En fait, j'ai été 10 ans inspectrice mandataire pour la loi B3.1, la loi provinciale, et j'ai aussi été enquêteur au criminel, fait que tous les cas de cruauté animale. Et on se base sur les codes de pratique. Le code de pratique, c'est en fait les exigences du code de pratique qui est notre règlement provincial, mais il datait de 2013. Et là, on est en période de consultation justement pour le nouveau code de pratique qui devrait sortir en janvier 2027. Fait que là, c'est le temps aussi de le commenter. On voit qu'il y a une amélioration. Il se base beaucoup sur les études scientifiques, sur le bien-être animal. Fait que ça, c'est encourageant. Puis quelqu'un qui, à un moment donné, s'achète une passion, hein, les chevaux, on trouve ça beau, on trouve ça le fun. Ces gens-là, est-ce qu'ils sont assez informés, justement, sur ce que ça implique avoir un cheval? C'est quoi les besoins que ces chevaux-là ont, autant financiers, autant que de temps? Est-ce que les gens, ils s'informent assez avant d'acquérir un cheval? Bien, en fait, c'est là que rentrent en rôle un peu les instructeurs, les entraîneurs certifiés à travers le Québec, parce qu'on a une bonne connaissance aussi du besoin que le client va avoir pour son cheval. Parce que comme les chiens, on fait souvent référence aux chiens, la personne va choisir parce qu'il trouve l'animal beau, attrayant, mais c'est pas nécessairement un bon fit pour la personnalité de la personne. C'est dans ce moment-là que les entraîneurs, les instructeurs vont pouvoir donner de la formation. Souvent, quand même, les gens passent par une certaine période de cours. Idéalement, on va viser une demi-pension pour que les gens commencent à s'habituer dans leur temps, dans la gestion de temps, à pouvoir s'occuper d'un animal, parce que l'animal, il n'est pas à la maison. Hein. Donc, c'est facile d'arriver après une journée de travail et de dire hey, « je suis fatiguée, je n'irai pas voir mon cheval ». Mais c'est pas ça la réalité. Le cheval, même s'il est à l'extérieur, même s'il bouge, il a besoin quand même d'avoir des soins, qu'on s'occupe de lui. Donc, souvent, les gens, quand ils viennent me voir, on va identifier les besoins, puis je vais quand même leur parler c'est quoi le budget. Parce que dans les environs, on parle d'un 6, 7, 8 000 $ et le cheval, c'est pas l'acquisition du cheval, c'est pas l'acquisition du matériel. Et le cheval, il est sain. Donc, le cheval n'a pas nécessairement besoin de besoins supplémentaires. Donc, il y a vraiment d'aller les gens, d'aller chercher de la formation, d'aller chercher, parce que tout existe. Là. Les ressources sont là pour pouvoir les aider à prendre une bonne décision et surtout ne pas le faire sur un coup de tête parce qu'ils le trouvent beau. Là. Donc, il y a une responsabilité derrière. Moi, dans le cadre de mon travail, par exemple, j'avais affaire à des gens qui
souvent, c'était ça. Ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas les connaissances, puis à cause de ça, ils négligent l'animal. Fait qu'avant d'acquérir, justement, comme elle dit, avant d'acquérir un cheval qui va vivre 35 ans, bien, il n'y a pas de permis ou de cours obligatoires pour acquérir un cheval, mais je pense que c'est de la responsabilité de la personne de vraiment s'informer de ses besoins, du budget, de ce que ça coûte avant. Fait que moi, c'est sûr que, tu sais, quand j'inspectais des gens qui étaient... De ce que ça coûte financièrement, puis en investissement personnel aussi. Exactement. De temps, puis, puis avoir les infrastructures aussi qui vont respecter le bien-être, là, parce que c'est ça. On voit des fois des places où tu as la maison, il y a juste une petite place en arrière pour le cheval. Tu sais, je veux dire, à quelque part, ça prend une infrastructure, là, ça prend... Exactement. Puis, est-ce que vous diriez que la population est mieux sensibilisée depuis quand même quelques années? Parce qu'en fait, d'abord, il y a eu la loi du bien-être animal sous l'époque de Pierre Paradis, quand il était au ministère de l'Agriculture. Un amoureux des chevaux, en fait. Un amoureux des chevaux. On a été chanceux. Oui, vous avez été chanceux parce qu'il y a un amoureux des chevaux qui a mis en place cette loi de la protection du bien-être animal. Est-ce que vous avez senti cette mouvance, en fait, pour peut-être là, les nouveaux propriétaires, comme tu disais, Marie-Josée, qui fait en sorte que ça a impliqué quelque chose dans la société? Mais c'est un peu comme les chiens. Hein. Il y a déjà des lois, mais est-ce que la personne qui va acquérir le chien connaît tous les bons procédés? Je dirais que ça dépend vraiment. C'est plus accessible, je dirais. C'est plus facile de trouver l'information sur l'Internet. Est-ce que les gens sont plus sensibilisés? Ça dépend vraiment comment ils sont coachés. Ça va vraiment avoir l'entraîneur va avoir une grosse influence. Donc, un entraîneur qui a des méthodes ou des pratiques plus conventionnelles, plus traditionnelles, parce que c'est pas conventionnel, c'est plus traditionnel, mais leurs élèves vont avoir tendance à faire la même chose parce qu'ils, selon eux, ils pensent que c'est la bonne chose. Puis, dans le bien-être animal, chaque action est importante et chacun est responsable. Le propriétaire du cheval, le cavalier, probablement l'entraîneur, probablement même le palefrenier. Les vendeurs de chevaux aussi. Les vendeurs de chevaux, tout le monde a sa responsabilité. Est-ce que vous diriez qu'il y a une organisation, que ce soit ou le MAPAC ou Cheval Québec, est-ce qu'il y a une organisation qui a une responsabilité supérieure ou qui a un rôle collectif à jouer pour justement ancrer le bien-être animal dans l'esprit de tout le monde? Bien, selon moi, je pense que c'est l'affaire de tous. Je pense que plus que tout le monde en parle, et que l'information soit la même, je tiens à préciser. Si tout le monde travaille en équipe pour sensibiliser la population, ça serait plus facile que chacun travaille en silo, mais c'est quand même des grosses organisations aussi à faire bouger. Je pense que tout le monde a une bonne volonté, mais c'est de mettre la structure en place sur une base qui a à changer. Donc, il y a une base à changer, puis là, à intégrer les nouveaux aussi. Apporter des améliorations. D'où le code de pratique. Oui, mais en fait, si on prend la peine de lire le code de pratique en entier, pas juste les exigences, le nouveau code qui va sortir, moi je l'ai lu au complet, c'est sûr, parce que je le commente, mais on a vraiment une bonne base. Si on est capable de respecter ça, notre cheval, il risque d'être pas mal heureux, là. Fait que, ouais. Merci beaucoup. Dans cette série de Cheval et compagnie, comme vous le savez, on vous fait découvrir différents métiers liés au monde du cheval. Aujourd'hui, on vous emmène rencontrer Francis Dufresne-Cyr, maréchal ferrant. Vous allez voir, c'est assez pétillant. Alors, nous voici dans une écurie à Saint-Dominique avec Francis Dufresne-Cyr. Et en fait, on est dans une écurie où on va découvrir ce qu'est le métier de maréchal ferrant. Oui, exactement. Un cheval, c'est beaucoup plus complexe qu'on pense, l'anatomie, comment c'est fait. Donc, le métier de maréchal ferrant, c'est vraiment de bien connaître toute l'anatomie pour être capable de tailler le sabot et d'appliquer un fer si nécessaire pour que ce soit le mieux adapté pour lui. Donc, c'est sûr que ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Une chance que j'ai eu un bon mentor comme Rémi pour m'apprendre tout ça au fil de plusieurs années. Mais ouais, c'est beaucoup d'années de pratique, d'apprentissage. Puis on en vient comment à devenir maréchal ferrant? Ça vient comment? C'est parce qu'on est passionné du cheval au départ? Mais pourquoi ce métier-là? Oui, mais moi, j'ai toujours été dans les chevaux. Avant de devenir maréchal, tous mes jobs étudiantes, c'était quand même dans des écuries. Je travaillais comme palefrenier, j'ai donné des cours d'équitation, j'ai entraîné des chevaux aussi. En parallèle, j'étudiais au cégep en sciences pures et à l'université en histoire. Mais finalement, c'est toujours les chevaux qui ont pris le dessus, là. On va te regarder ferrer le cheval. Donc, la première étape, ça va être d'enlever le fer qui est déjà là.
On vient nettoyer le sabot en premier, évidemment. On enlève les clous. Et on peut enlever le fer. Donc là, on se ramasse avec le pied sans fer. C'est le pied qu'il va falloir tailler. C'est le cheval de Rémi, de mon mentor, justement. Puis, il me disait que le cheval a été ferré il y a 4 semaines. On fait un cheval en moyenne aux 5 à 6 semaines, donc il n'est pas si long que ça, mais on voit qu'il y a quand même une petite repousse. On voit que la fourchette n'est plus là, ici. On a une épaisseur de sol. Les talons sont pas tout à fait à la bonne place. Donc, mon travail, ça va être de venir ramener ça tout à la bonne place. La corne du cheval, en fait, il y a comme plusieurs strates, hein, c'est ça? Oui, exactement. On a la fourchette qui est au milieu ici, qui fait le grand V. On a la sole autour ici. On a la muraille qui fait le tour, sur lequel le cheval va venir s'appuyer le plus et qu'on va venir appuyer le fer aussi. On a les lacunes, donc les creux qui sont ici, qui sont tout à fait normaux, et la lacune médiane ici. Puis toi, tu te trouves, une fois que tu as enlevé ton vieux fer, tu te trouves à décaper son sabot. Oui, exactement. Il faut être capable, il faut connaître l'anatomie en dessous, ce qu'on appelle les corions qui sont en dessous du pied. Donc, on va venir répliquer toute la même chose sur la corne. Donc, il y a quand même beaucoup de critères à aller respecter. Donc là, on va venir tailler la fourchette. Le but, c'est pas d'en enlever beaucoup, c'est de juste aller mettre ça à la bonne place pour que les structures soient capables de fonctionner normalement. Donc, la fourchette est taillée. Donc là, on voit qu'on a quand même une bonne épaisseur de sol ici, mais que le pied, la concavité de la sole n'est pas idéale. Donc, on va venir essayer de ramener ça comme ça serait supposé d'être. Ce qui est tout à fait normal après 4 semaines de pousse, on s'entend. On commence à trimer un cheval quand il est lui aussi à 5 à 6 semaines de vie, parce que les sabots ont déjà poussé depuis. Donc, une jument de 22 ans comme elle en a eu plusieurs ferrages dans sa vie, elle sait exactement à quoi s'attendre. Donc là, avec les pinces, j'ai enlevé le surplus, et avec la râpe ici, je vais venir juste tout aplanir pour le mettre le plus possible dans le bon aplomb et bien plat pour être capable de l'appliquer mon fer dessus. Petite manucure pour la jument. C'est pas tous les chevaux qui sont ferrés aux 4 pattes comme elle. La plupart des chevaux, en fait, je dirais qu'ils sont sans fer. Fait que c'est juste des parages, juste entretenir la corne comme je fais là, sans mettre de fer après. Ça, je vais en faire 10 à 12 par jour environ. Là, tu vas prendre la mesure du sabot. Oui, dans le fond, je veux que mon fer à cheval que je vais fabriquer fit parfaitement pour son pied à elle. Donc, je m'assure de prendre plusieurs éléments de mesure dans son pied pour être capable de le faire parfaitement pour elle. Là, Francis, on voit la forge mobile. En fait, on voit d'ailleurs le feu qui sort de la forge. Ouais. Ça, je veux comprendre, c'est ta vie quotidienne. Là. Ouais. Toi, quand tu fais un fer, tu as une forge comme ça, oui. Que ce soit celle de tes clients ou la tienne, en écurie, en événement sportif. Tu fabriques tes fers de cette façon-là? Oui, exactement. Dans la vie de tous les jours, on peut acheter des fers qui sont déjà faits, qu'il faut quand même retravailler pour chaque cheval individuellement, mais on peut aussi fabriquer des fers comme ça à partir d'une barre de métal. Donc moi, j'ai ma forge puis mon enclume dans ma remorque que je transporte dans les écuries pour aller travailler. La première étape, quand on a une barre de métal qui est droite, on va venir la plier pour aller faire la même forme que la pince du cheval. En faisant ça, ça va étirer tout l'extérieur. Donc, avant de faire ça, je vais venir refouler du métal dans le milieu de ma barre pour être capable d'avoir la même épaisseur de métal une fois fini. Et si vous regardez, j'ai plus de matériel au milieu que dans le reste du fer. À quel moment on choisit de ferrer ou pas ferrer un cheval? À mes yeux, il y a juste 3 raisons pourquoi on fait un cheval. Si la corne qui pousse moins vite que ce qu'elle use, donc si le cheval travaille tellement qu'il use sa corne beaucoup plus vite, il faut venir protéger le sabot contre l'usure, sinon il va tomber trop court puis le cheval va être sensible. L'autre raison, c'est pour les raisons de traction. Comme elle, en ce moment, c'est l'hiver, elle fait de la randonnée, elle va se promener pas mal. Donc on veut diminuer les chances qu'elle glisse, fait qu'on vient mettre des crampons sur ses fers. Puis l'autre raison, c'est des cas thérapeutiques. Comme à l'hôpital vétérinaire, on a des cas spéciaux à faire des fois, des fourbures, des choses comme ça. En modifiant notre fer, on peut aider certaines structures anatomiques. Par contre, si on ne rentre pas dans ces 3 critères-là, le cheval n'a pas besoin de fer, donc on fait juste un parage, un entretien normal. Donc là, je vais faire l'orteil, la pince du cheval. C'est une patte arrière, les pattes ont tendance à être plus pointues en arrière, donc on va venir la mettre plus pointue ici. On va commencer à marquer les rainures, où est-ce que les clous vont aller. Ça a l'air d'être fait à l'œil, mais c'est la répétition au fil des années qui fait que je sais où est-ce qu'ils sont. Et ça, tu prépares les rainures pour que les clous rentrent mieux quand tu vas... Exactement. Dans le fond, je vais aller faire la rainure pour avoir répliqué la forme de la tête du clou. Ouais. Ensuite, je vais aller passer un autre outil, un autre poinçon pour aller imiter la forme de la lame du clou dans le fer. Et le reste va rentrer dans le sabot du cheval. Pour travailler un fer comme ça, la température monte à combien dans ta... Une forge comme celle-là va monter la température à environ 1200 degrés.
L'acier va fondre à environ 1500. Donc, on ne veut pas se rendre jusque-là. OK. Fait que le travail idéal, la plupart des étapes que je vais faire vont être entre 800 degrés à 1200 degrés. Un sabot de cheval, le talon est plus pointu. Donc, l'étape d'après, ça va être de venir rendre ce talon-là pour que ça fitte exactement sur le pied du cheval. On va le mettre plus pointu. À l'école, on apprend aux étudiants à faire des fers au complet comme ça parce que chaque étape qu'on a à faire, on peut avoir à le refaire sur un fer de compagnie quand même. Donc, par exemple, si un cheval a la muraille qui est endommagée à un certain endroit, on ne peut pas mettre de clous à cet endroit-là, comme sur les fers de compagnie. Il faut être capable d'aller percer des trous de clous ailleurs. Tandis que si on veut élargir une branche, si le cheval a besoin d'un fer asymétrique, avec les rainures comme ça, on peut faire une rainure, ça va l'élargir aussi. Il y a combien d'étudiants par année? On en a 10 par année. C'est intéressant de savoir qu'il y a de plus en plus de filles qui font ça. Quand moi, j'étais étudiant, on était 8 gars, 2 filles. Puis dans les dernières années, c'est l'inverse, c'est 8 filles, 2 gars. Il y a moyen d'être maréchal ferrant, d'être très bon, puis de ne pas fabriquer ses fers à main comme ça. C'est pas obligatoire. Par contre, moi, de toute cette pratique-là, cette connaissance-là, puis les habiletés que j'ai développées avec ça, ça m'a aidé énormément dans ma pratique. Là, tu crées, c'est ce que tu appelles les pinceaux. Les c'est ça? pinceaux, oui. Les pinceaux, Je prends une partie du métal de l'extérieur du fer pour aller tirer un pinceau. ouais, qui va s'accrocher au sabot du cheval. Exactement. Fait que là, ce qu'il me reste à faire, c'est d'ajuster le fer pour le pied du cheval. Là, je vais juste retourner le réajuster. On voit que le fer n'arrivait pas exactement à la bonne place sur mon sabot. OK. Puis le fait comme ça que ça boucane, l'animal, il sent pas. Non, pas du tout. Il sent l'odeur, mais c'est tout. Ils sont l'odeur comme nous. Dans le fond, quand je trime mon sabot avec ma râpe, j'essaie de le mettre le plus plat possible. Mais c'est sûr que je suis un humain qui fait des erreurs, donc il ne peut jamais être 100% plat. Le fer aussi, on tapoche ça à grands coups de marteau pour le mettre la forme qu'on veut. Fait que même le maréchal le plus expérimenté au monde, il ne peut jamais le mettre à 100% plat. Donc là, on met quelque chose qui serait pas tout à fait plat sur autre chose qui n'est pas tout à fait plat. Fait qu'à chaud, ça vient marier les défauts d'un dans l'autre. Chaque année, on a la Coupe des maîtres, qu'on appelle, au mois de mai. C'est une grosse compétition internationale de maréchaux ferrants qui se passe à Berthierville. On a une centaine de participants, mais pas juste du Québec, là. On a des maréchaux qui viennent d'Angleterre, de France, de Colombie-Britannique, Manitoba. On a vraiment des gens d'un peu partout qui viennent compétitionner ici. À part les compétitions, on organise beaucoup de cliniques, des formations pour les maréchaux aussi. On en a pratiquement une dizaine de formations par année, là. Donc là, une fois que ton fer est vraiment conforme à la physionomie du sabot, on va dire, On est prêt à mettre les clous. tu es prêt à mettre les clous. Là tu as mis le caoutchouc entre deux. Oui, pour éviter que ça fasse des boules de neige en dessous. Ouais. Puis est-ce que tes clous sont toujours de la même longueur ou en fonction du sabot? En fonction des sabots, on va changer. Ils n'ont pas la même longueur, la même largeur, la même forme. Il y a même des clous différents selon certaines disciplines qu'on veut pas que le clou il ressorte autant une fois fini. Donc, quand je fabrique mon fer, je m'assure de mettre mes clous au bon endroit pour qu'ils sortent dans la ligne blanche du pied. Donc, la structure qui vient entre la sole et la muraille. Si je le mets à l'extérieur de ça, c'est un peu comme si j'essayais de clouer une planche de bois vraiment proche du bord, c'est sûr qu'elle va fendre. Si je le mets à l'intérieur de ça, je risque de toucher une zone sensible. Donc, en étant dans la ligne blanche, c'est ce qui est optimal pour le clou. Donc, je vais modifier un peu l'angle que je le rentre dedans. Là, on est correct. Là, comme j'expliquais, les clous, ils sortent du sabot, fait qu'on va aller les river. Donc, je vais couper l'excédent, je vais aller faire une encoche en dessous, puis je vais replier le clou dans l'encoche. Comme ça va augmenter la solidité du clou pendant la durée du ferrage. Puis ensuite, on va venir râper pour que tout soit bien adouci et pas accrochant. Puis juste un petit coup de papier sablé pour mettre ça joli à la fin. Voilà, c'est comme ça qu'on fait un cheval. Alors Francis, merci beaucoup. Merci à vous. On voit que finalement Mishka est bien chaussé grâce à toi. Oui. Peut-être expliquer simplement qu'on a fait juste les deux pattes arrière, parce que là c'était pour l'émission en tant que telle. Et ça te prend environ 2 heures pour un cheval comme ça? Si je fais les fers à la main comme ça, puis il faut mettre des crampons comme on a fait là, ça va me prendre environ 2 heures, 2 heures et quart faire le cheval au complet. Pas juste en arrière, là, évidemment. On fait les 4 pattes. Puis est-ce que ça varie en fonction de si c'est une jument, un cheval, un étalon, Non. un plus gros, un poney? Non? Les plus gros
gros chevaux, évidemment, ça prend plus de temps, parce qu'ajuster un fer plus gros, ça prend plus de coups de marteau, donc ça prend plus de temps. Le sabot est plus gros, donc plus de cornes à tailler aussi. Fait que ça va me prendre un petit peu plus de temps pour les gros chevaux. Puis étonnamment, les poneys, ça prend au moins autant de temps aussi, parce que c'est une position de travail qui n'est pas très pratique. Donc, c'est pas moins long vu que c'est plus petit. En tout cas, merci beaucoup. On a découvert un métier qui est un métier d'artisan et d'artiste à la fois. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Alors Yann, on vient d'entendre Marie-Josée Vignola et Chamy Cadorette nous parler du bien-être animal. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, pour l'avenir du bien-être animal en 2026 et les années subséquentes? Bien, c'est très intéressant. On voit qu'on est assez dynamique au Québec, au Canada, en termes de bien-être animal. Je voudrais revenir sur le code des pratiques là, en termes de manipulation et des soins. C'est assez unique. C'est pan-canadien. C'est basé sur la science. Et ce code-là nous donne les exigences puis les recommandations là, en termes de bien-être pour les chevaux. Et c'est pour le Québec et d'autres provinces, là, c'est ça qui était la base de nos lois en termes de bien-être. En passant, c'est un code, c'est assez simple, il n'y a rien de méchant là-dedans, le gros bon sens. Et je pense que c'est un document que tous les gens qui élèvent des chevaux, qui sont intéressés par les chevaux, devraient lire. C'est un code qui donc vient d'être révisé dans les dernières semaines et qui sera en pratique à partir de janvier 2027. Oui, c'est ça. Il y a déjà un code, il est en révision. D'ailleurs, c'est prévu dans le système, je pense à tous les 7-8 ans, il y a des révisions. Bien, merci à tous de nous suivre sur nos émissions parce que, tu sais, Yannick, c'est super intéressant là, d'une émission à l'autre. On a des invités vraiment très Ouais. intéressants d'épisode en épisode. On est vraiment content de vous savoir avec nous dans la série Cheval et compagnie. Et pour en savoir plus, Sophie, on peut dire à nos téléspectateurs de venir nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur nos sites Internet et sur Facebook. Et je vous invite à suivre la prochaine émission. Nous remercions pour leur soutien nos partenaires de Cheval et compagnie, grâce auxquels nous pouvons organiser le retour du Salon du Cheval au Québec et réaliser cette émission.